à tous et bienvenue dans votre morning. Il est 8h tapante à Tel Aviv. On jette tout de suite un coup d'œil aux grands titres de l'actualité. Coup dur pour Recep Tayyip Erdogan. Le parti turc islamo-conservateur AKP enregistre son score le plus faible depuis 2002 aux élections législatives. 41% des voix. Une victoire en demi-teinte avec en prime la perte de la majorité absolue. Et avec 12,5% des voix, le parti kurde fait finalement son entrée au Parlement. Le G7 s'invite au château d'Elmau. C'est en Allemagne que se sont retrouvés hier soir les dirigeants des 7 pays les plus puissants. Au programme des discussions, la Grèce, la crise en Ukraine, la lutte contre le terrorisme ou encore la préparation de la conférence sur le climat à Paris. Le PDG d'Orange accepte l'invitation du Premier ministre israélien. Stéphane Richard se rendra très prochainement en Israël pour tenter de dissiper la polémique autour de ses propos. Et enfin, vous vous souvenez sûrement de Jurassic Park et de ses dinosaures. Et bien 10 ans après, le dernier opus reviennent dans Jurassic World, plus terrifiant que jamais les dinosaures. On verra ça en fin d'édition. Voilà, bonjour et bienvenue à tous. On ouvre ce matin sur cette victoire en demi-teinte donc pour le parti de Recep Tayyip Erdogan. L'AKP remporte seulement 41% des voix, le score le plus bas de son histoire. Mais une victoire en revanche pour les Kurdes qui pour la première fois font leur entrée au Parlement. On voit ça tout de suite avec Steve Jourdain. Fin du règne sans partage d'Erdogan. Pour comprendre l'origine du vent nouveau qui souffle sur le pays, il faut aller faire un tour du côté des meetings de l'HDP. Ici, la population est bigarrée, l'ambiance est bon enfant et la campagne menée par Selahattin Demirtas sonne comme une promesse de changement. Ce parti me donne beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, nous sommes victimes d'un pouvoir qui se conduit comme une dictature. Et notre seul espoir, c'est ce parti, car il ne défend pas seulement un groupe, une seule ethnie ou une seule race. Il nous rassemble tous, alors que nous sommes tous actuellement écrasés. Le HDP se présente comme la voix des opprimés. Arméniens, Kurdes, Turcs et Arabes, ces candidats sont issus de toutes les franges de la société. Outre la remise du dossier kurde à l'ordre du jour, le programme du parti du Tsipras turc détonne dans la tradition politique du pays. Abolition du ministère de la religion, reconnaissance du génocide arménien ou encore gestion autonome des régions, l'HDP se veut l'antithèse du parti d'Erdogan. Le pouvoir central deviendrait tout de suite plus légitime avec la décentralisation. C'est ce changement-là que nous attendons pour la Turquie. C'est ce en quoi nous croyons. Mais le président Erdogan essaye d'accumuler tous les pouvoirs pour établir une dictature constitutionnelle. Avec un programme qui penche largement à gauche, le HDP veut rebattre les cartes du paysage politique turc. Sans majorité absolue, Erdogan va désormais devoir traiter avec Demirtas et ses alliés, et sans doute mettre à l'index ses projets de refonte constitutionnelle. Voilà, les 41% des voix, le score le plus faible de l'histoire de l'AKP. Comment vous pouvez expliquer ce recul ? Il y avait un certain recul dans l'économie et dans la croissance de l'économie turque. Le parti d'Erdogan était élu sur la base des réformes financières et plus tard sur ses succès de garder un niveau très élevé de croissance qui tournait autour de 8-9%. Ces dernières années, il y avait un recul de l'économie turque et certains Turcs se sont demandé la question est-ce que ce recul est dû entre autres à la politique extérieure d'Erdogan, aux investissements extérieurs qu'a fait Erdogan pour consolider les alliances de la Turquie. Par exemple, Eleonore, dans notre région, à la bande de Gaza, le gouvernement turc verse par an des dizaines de millions de dollars pour conserver le pouvoir du Hamas à la bande de Gaza. De l'autre côté, ce soutien énorme de l'apparatus international des frères musulmans, compris d'Istanbul, leur place internationale pour se rencontrer et pour suivre les instructions du président turc. Mais revenons à l'AKP, à la politique intérieure turque, puisque maintenant l'AKP a perdu la majorité absolue au Parlement et va devoir se prêter au jeu des alliances. Alors avec qui vont s'allier les membres de l'AKP ? Tout d'abord, c'est un signe très important que les Turcs, malgré le fait qu'il apprécie les succès de l'AKP sur le plan interne, sur le plan
économique, quand ça arrive aux lignes rouges de la démocratie turque et au fait qu'un président veut réformer le régime du régime parlementaire au présidentiel, non pas pour des raisons constitutionnelles, mais pour des aspirations personnelles, de se tourner en nouveau sultan des Turcs. Vous savez, le palais qu'il a construit, et les Turcs, quand on se balade à Istanbul, même les gens qui aiment Erdogan, même les gens qui votent pour l'AKP, avaient du mal à voir les photos de ce palais très prestigieux, très cher, alors qu'il y a des couches encore en Turquie. Donc vous dites que c'est finalement un échec personnel, plus pour Recep Tayyip Erdogan que pour son parti. Il n'y a pas de doute que ce n'était plus des élections législatives, c'était plutôt un référendum sur la personnalité d'Erdogan et surtout sur le pouvoir que Erdogan a demandé du peuple turc, parce que c'était clair que si jamais l'AKP avait la majorité absolue, et il ne s'agit pas seulement de la majorité absolue, une majorité qui lui permettrait de changer la constitution pour arriver à un régime présidentiel, c'était pour voter pour les pouvoirs personnels que demandait Erdogan du peuple turc. Et là, même les gens qui sympathisent l'AKP ont pensé que ce n'était pas seulement la nature séculaire du régime turc et de la République turque qui était en place, mais c'était toutes les libertés accordées aux Turcs dans les dernières années qui étaient mises en question. Alors un mot sur la minorité kurde, le parti kurde qui fait son entrée au Parlement avec 12% des voix. Qu'est-ce que ça va changer finalement au paysage politique turc ? Eleonore, en Irak, on a maintenant une semi-république indépendante kurde. En Syrie, les Kurdes ont pris les armes aux mains et se battent pour leur sort, pour leur destin, voire pour leur autonomie. Et ça n'a pas tardé pour que les Kurdes en Turquie comprennent qu'il faut qu'ils prennent leurs affaires dans leurs mains et ne pas dépendre des différents partis. Jusqu'à présent, il y avait pas mal de membres kurdes dans les différentes listes, y compris la liste du président Erdogan, le parti islamique. Mais cette fois-ci, les Kurdes ont décidé de se présenter en tant que Kurdes, en tant qu'ethnicité pour les élections. Et c'est pour cela Erdogan a mené une campagne électorale basée sur la haine entre sunnites et kurdes, bien que la très grande majorité des Kurdes sont des sunnites, pour essayer d'effrayer ses électeurs d'une possibilité que le Kurde rentre en tant qu'entité politique indépendante au Parlement, parce que ça ne va pas s'arrêter à leur représentation au Parlement. Les Kurdes ont envoyé un carton jaune à Erdogan, que désormais la situation va changer et qu'il faut prendre les conditions et la situation des Kurdes en tant qu'une minorité collective et non pas en tant qu'individuel comme voulait Erdogan. Merci beaucoup Ali Waked. Le sommet du G7 s'est ouvert en Bavière hier. Au programme des discussions, la Grèce, la crise en Ukraine, la lutte contre le terrorisme ou encore la préparation de la conférence sur le climat à Paris. Les détails tout de suite avec Elsa Pariante. Ballet d'hélicoptères au château d'Elmo, Allemagne, France, États-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Canada. Ils sont tous réunis pour 2 jours en Allemagne. Thème prévu selon l'agenda officiel du sommet, climat, santé, lutte contre la faim. Mais ce sont 2 autres dossiers qui s'invitent à cette réunion de haut rang. Premier dossier épineux, l'Ukraine. Les tensions se multipliaient ces derniers jours dans l'est du pays, où les troupes russes sont toujours présentes. Au sujet de la Russie, de l'Ukraine et des sanctions, je pense que le plus important, et je veux rester réaliste, c'est de maintenir les sanctions contre la Russie, car c'est une violation flagrante des accords de Minsk. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ce n'est pas simplement une opinion personnelle, il faut que nous reconfirmions notre position. Un maintien des sanctions sur lequel l'Allemagne comme les États-Unis s'accordent. Un front commun contre Vladimir Poutine exclu du sommet depuis l'annexion de la Crimée par la Russie. Angela Merkel et Barack Obama se sont rencontrés en amont de la première réunion du G7. L'occasion pour les 2 partenaires de réaffirmer la force de leur alliance. Nous allons aborder notre futur commun, favoriser une économie mondiale créatrice d'emplois et d'opportunités, maintenir une Union européenne forte et prospère, bâtir de nouveaux accords commerciaux à travers l'Atlantique, faire face à l'agression de la Russie en Ukraine, lutter contre les menaces telles que les extrémismes violents et le changement climatique. Et sur tous ces aspects, nous sommes très reconnaissants du partenariat et du leadership de votre chancelière Angela Merkel. Deuxième dossier sensible au cœur du sommet, la Grèce. Des réformes structurelles contre des milliards d'euros d'aides financières. Les négociations entre la Grèce et ses créanciers n'ont toujours pas abouti.
Les propositions faites par le FMI, la BCE et la Commission européenne ont été jugées absurdes par le Premier ministre grec. Je voulais que ces négociations se tiennent mercredi. Je vous ai déjà dit que j'attends la proposition alternative de notre homologue grec. Je n'ai pas de problème personnel avec Alexis Tsipras. C'était mon ami, c'est toujours mon ami. Mais pour entretenir l'amitié, il faut un minimum de règles. Le scandale de corruption à la FIFA, le problème migratoire en Europe, la possible sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Autant de questions également soulevées en marge de l'ouverture du sommet. Un sommet dont le coût est estimé à 360 millions d'euros, mais au terme duquel aucune décision n'est attendue. Myriam Danan, quels sont les principaux enjeux du G7 cette année? Alors l'objectif affiché de ce G7, c'était de trouver une solution à la crise ukrainienne et on en est toujours loin. L'Ukraine, mais pas seulement l'Ukraine, au-delà de l'Ukraine également le problème grec qui s'est invité dans ces discussions, bien que Angela Merkel ne veut pas qu'il soit officiellement inscrit à l'ordre du jour. Pas question pour elle que Athènes gâche son G7 organisé en Allemagne, d'autant que c'est un problème qui concerne essentiellement, selon elle, l'Union européenne, même si Barack Obama ne s'est pas privé d'une déclaration sur la question, appelant à une Union européenne renforcée, unie et qui ne se brise pas à l'avenir. Un appel du pied certain pour une aide supplémentaire peut-être aux Grecs, facile à dire quand c'est donné de Washington cet avis. Et puis bien sûr également, ce sera des discussions qui auront lieu, aujourd'hui. Elles concerneront la lutte contre l'extrémisme islamiste et également les conflits au Moyen-Orient. Ce sont là des discussions qui vont se tenir ce lundi. Alors on connaît les divergences autour de la question de la Russie, de la participation de la Russie, notamment entre les États-Unis et l'Union européenne. Finalement, quelle va être la stratégie adoptée pour l'Ukraine au sommet de ce G7? Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles solutions qui sont présentées à ce conflit ukrainien. On a le G7 qui est réuni ici. Ça veut dire quoi le G7? Ça veut dire François Hollande, Angela Merkel, David Cameron, Matteo Renzi, Shinzo Abe, Stephen Harper, Barack Obama, tous dans un luxueux château à Elmo. Et pendant ce temps, les tensions s'aggravent en Ukraine. Alors la véritable évolution de ce G7, c'est qu'on ne désigne plus simplement une vague d'insurrection de séparatistes contre l'Ukraine, mais qu'on désigne directement Vladimir Poutine, qui, comme vous l'avez souligné, n'est pas présent à ce G7 depuis mars 2014 et l'invasion de la Crimée. Poutine est désigné comme le responsable de toutes ces agressions, et ce à la suite des déclarations de Petro Porochenko qui affirme qu'il y a aujourd'hui 9000 militaires russes sur le sol ukrainien et qui accuse directement la Russie d'invasion. Alors les mesures qui vont être prises par ce G7, ce sont essentiellement la reconduction des sanctions économiques qui devraient être votées courant le mois de juin. Par contre, en ce qui concerne les livraisons d'armes à l'Ukraine qui sont demandées par Petro Porochenko, pas de nouvelles. Il a récemment fait une nouvelle demande directement au Canada. Il n'a pas encore de réponse, même s'il faut souligner que de l'autre côté, Vladimir Poutine, lui, a repris ses livraisons d'armes aux rebelles, et ce, en violation certaine des accords de Minsk II, toujours aussi inefficaces. Toujours un mot sur la Grèce, toujours pas d'accord autour de la dette grecque. Pourtant, les déclarations hier ont donné le ton. Effectivement, alors si en fin de semaine prochaine, on parlait d'un renouveau d'optimisme, d'un accord qui se dessinait peut-être entre l'Union européenne, le FMI et la Grèce, et d'ailleurs du Fonds monétaire international qui avait accepté de repousser de quelques semaines peut-être le prochain remboursement, ce dimanche, de nouvelles déclarations, comme vous le dites, ont donné le ton. Beaucoup de sévérité de la part de Tsipras, le Premier ministre grec, mais également de Varoufakis, le ministre des Finances, qui juge complètement inacceptable les propositions de l'Union européenne de réforme structurelle du marché du travail et du système des retraites. La Grèce qui hausse le ton mais qui n'a pas vraiment de solution, elle a définitivement plus que jamais besoin de ces 7,2 milliards d'euros d'aide qui devraient être libérés ce mois-ci, et ce notamment pour rembourser près d'1,5 milliard d'euros au Fonds monétaire international. Merci beaucoup Myriam Danan. En France, le congrès du Parti socialiste à Poitiers a finalement été moins tranquille que prévu pour le gouvernement. C'est l'ancien ministre Arnaud Montebourg qui a allumé l'incendie dans une tribune publiée ce matin où il accuse l'actuel gouvernement de mener le pays vers le désastre. Léa Berdugo. Un congrès censé être placé sous le signe de l'unité. Mais ce dimanche matin, un article met le feu aux poudres. La tribune publiée par Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, et par le banquier d'affaires Mathieu Pigasse dans le JDD. Dans leur texte, ils attaquent François Hollande et sa politique. Hébétés, nous marchons droit vers le désastre, écrivent-ils. Ils dénoncent l'absurde conformisme bruxellois, devenu une gigantesque fabrique à suffrage du Front National. Cette politique répand la colère, le dépit, la violence chez des millions de nos concitoyens, disent-ils. Pour certains, cette critique est salutaire.
Moi, j'apprécie toujours qu'il y ait des esprits libres qui s'expriment, parce que le débat politique ronronne. Il faut se rebrancher sur le pays, sur la société. Et je trouve très bien que, encore une fois, il y ait ce type de renfort. On a besoin des idées des autres. Moi, je ne crois pas à la pensée unique. Mais le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, ne l'entend pas de cette oreille. Je dis que s'il avait 2 sous de courage, il serait présenté devant les militants. Face aux tensions internes, Jean-Christophe Cambadélis a dégainé l'arme fatale. Nicolas Sarkozy, le premier secrétaire du PS, a cogné fort. Monsieur Sarkozy a trouvé sa stratégie. Reprendre les thèmes du Front National tout en se parant des atours de la République. Monsieur Sarkozy invente d'ailleurs à cette occasion la République Canada Dry. Cela ressemble à la République, mais ce n'est pas la République. L'attaque aura-t-elle suffi à effacer les dissensions? Pas si sûr. Pour le député socialiste frondeur Laurent Baumel, qui ne soutient pas la motion majoritaire, il faut reconnaître les erreurs et les déséquilibres de notre politique, dit-il. Voilà Rudy, ça a été la polémique du week-end, cet aller-retour effectué par Manuel Valls. Oui, vous le savez, Manuel Valls est né à Barcelone et il est fan de foot. Donc évidemment, quand le Barça joue la finale de la Ligue des Champions, la tentation d'aller encourager les Blaugrana est grande, voire irrésistible, même en plein congrès du PS. Alors samedi soir, le Premier ministre a donc quitté Poitiers en express direction Berlin à l'invitation de Michel Platini. Ce qui fait polémique, c'est que le déplacement a été fait aux frais du contribuable. Il n'en fallait pas plus pour que la droite et l'extrême droite se déchaînent, notamment sur Twitter. Nadine Morano, des Républicains, dit dans un tweet et dans un communiqué que entre Premier ministre de la France et supporter du Barça, Manuel Valls a fait son choix. Pour elle, c'est un carton rouge. Et du côté du FN et de Florian Philippot, on parle de petits caprices footballistiques de Valls à Berlin, pour qui plus est 2 équipes étrangères. Alors devant le feu nourri des critiques, Manuel Valls a dû s'expliquer. Il l'a fait au micro de nos confrères de RMC Sport, et il l'a fait d'où? Eh bien, de Roland Garros. Il y a toujours des grincheux, il y a toujours ceux qui cherchent des débats. Je voulais aussi rencontrer Michel Platini, parler de l'avenir de la FIFA, de l'Euro 2016. Et puis j'aime le foot. Et hier, on a assisté à un très beau match. Comme aujourd'hui, je ne doute pas que nous assisterons à un beau match de tennis. Je travaille beaucoup, je m'engage beaucoup. Et puis de temps en temps, il y a aussi, comme c'est le cas aujourd'hui, cet après-midi, un moment de détente. Voilà, alors pour être tout à fait complet sur cette polémique, sachez que la Cour des comptes prévoit qu'après un trajet privé, le Premier ministre rembourse une somme forfaitaire à l'État. Et en tout cas, après avoir assisté à une finale de Ligue des Champions et à une finale de Roland Garros, le tweetos Yves Land nous dit qu'on voit plus le Premier ministre sur beIN Sport que sur la chaîne parlementaire. Ouais. Merci Rudy Saada. En France, toujours, donc, de nouvelles arrestations dans le cadre de l'enquête sur les attentats terroristes déjoués à Villejuif il y a quelques semaines. Une jeune femme avait été assassinée par le principal suspect, Sid Ahmed Glam. Les 2 interpellés sont présentés comme des possibles complices. Julia Ganancien. L'enquête se poursuit. 2 hommes ont été arrêtés ce dimanche matin dans les Yvelines. Les investigations portent sur les éventuelles complicités dont a pu bénéficier Sid Ahmed Glam. Le jeune homme est soupçonné de l'assassinat d'Aurélie Châtelain et d'un projet d'attentat en avril contre au moins une église de Villejuif. Ce matin, à l'aube, les policiers ont arrêté dans les Yvelines 2 individus de 35 et 39 ans qui ont été placés en garde à vue. Dans le cadre de l'enquête ouverte contre Sid Ahmed Glam, à la suite du meurtre d'Aurélie Châtelain et de l'attentat évité de Villejuif le 19 avril dernier. Sid Ahmed Glam, étudiant de 24 ans, est inculpé et écroué depuis le 24 avril. Son ADN avait été retrouvé dans un véhicule volé où avait été entreposée une partie de son armement. 3 personnes avaient été interpellées fin avril dans le cadre de l'enquête sur de possibles complicités, mais une seule d'entre elles, un homme soupçonné d'avoir aidé Sid Ahmed Glam dans son projet d'attentat, avait été mise en examen. Les perquisitions se poursuivent au domicile respectif des individus interpellés ce matin. Il appartient maintenant à l'enquête de déterminer le rôle exact que ces 2 individus ont pu jouer au sein de l'entourage de Sid Ahmed Glam.
Le ministre de l'Intérieur a aussi affirmé que la protection des sites communautaires juifs se poursuivra aussi longtemps que les circonstances l'exigeront, car la menace terroriste reste très élevée en France. Plus de 1700 personnes sont recensées pour leur implication à un titre ou à un autre dans des filières djihadistes. 113 Français ou résidents en France ont trouvé la mort sur le théâtre des opérations terroristes. Quelques 130 procédures judiciaires concernant 650 personnes sont en cours en France pour des activités liées au terrorisme et 60 interdictions de sortie du territoire ont déjà été prononcées. Voilà, on parle à présent de ces derniers rebondissements dans l'affaire Orange. Le PDG Stéphane Richard a accepté l'invitation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il se rendra donc très prochainement en Israël. Un incident diplomatique de taille qui a suscité même l'intervention de la présidence française. Léa Volbert. Nouvel épisode dans la polémique Orange. Le PDG de l'opérateur français devrait se rendre prochainement en Israël pour s'expliquer à l'invitation du gouvernement israélien. C'est que la colère ne faiblit pas dans l'État hébreu après les déclarations mercredi de Stéphane Richard. En visite au Caire, le patron de l'opérateur télécom avait exprimé la volonté du groupe de mettre fin à l'accord de licence permettant à partenaires d'utiliser la marque Orange. Des déclarations qui ont provoqué un tollé général en Israël qui voit une volonté de boycotter l'État hébreu. Face aux tentatives de nuire à Israël en mentant, en portant de fausses accusations et en imposant un boycott, nous devons nous unir, à droite comme à gauche, comme un seul homme pour repousser les pressions, dénoncer les mensonges et attaquer les assaillants. Les multiples excuses de Stéphane Richard et ses explications dans les différents médias n'auront rien changé. En Israël, on soupçonne Orange de se désengager du pays en raison d'un rapport publié le 6 mai dernier par BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions. Rapport dans lequel l'opérateur télécom est accusé de soutenir indirectement la colonisation via la société israélienne partenaire. S'il s'avère qu'il s'agit bien d'une action de boycott, le gouvernement français ne le tolérera pas plus que l'État hébreu. Monsieur Richard, le patron d'Orange, peut définir tout à fait la stratégie commerciale, il n'y a aucun problème. Mais il n'est pas question qu'on se lance dans un boycott qui n'est pas reconnu par le droit international. Voilà. Richard Stéphane devra donc trouver les bons arguments lors de sa prochaine visite en Israël pour calmer les esprits et convaincre que le désengagement d'Orange n'est pas une décision politique. Voilà, la polémique ne désenfle pas. Pourtant, le PDG d'Orange a multiplié les efforts et tente depuis de rattraper un peu le coup envers Israël. Ah oui, Stéphane Richard, le PDG d'Orange Télécom, n'a pas eu un week-end de tout repos, Éléonore, face au tollé provoqué par ses propos la semaine dernière au Caire, dans lequel, vous vous en souvenez, il a évidemment évoqué un éventuel désengagement de l'opérateur téléphonique français, de l'État hébreu. Eh bien, il n'a pas ménagé ses efforts ce week-end pour tenter d'éteindre la polémique. Interview au quotidien israélien, grand tirage, Yediot Ahronot. Coup de fil à Sivan Shalom, le vice-premier ministre, demande d'entrevue même avec Yossi Gal, l'ambassadeur israélien à Paris, freiné des cas de fer d'ailleurs par Benjamin Netanyahou. Communiqué à répétition, bref, aussi penaud qu'il ait pu être, eh bien Stéphane Richard n'a visiblement pas convaincu les Israéliens. Regardez plutôt l'extrait de cette lettre adressée par Benjamin Netanyahou aux organisateurs d'un colloque ce week-end à Las Vegas, un colloque anti-boycott à l'initiative de 4 grands milliardaires juifs américains. Ça donne ça. Bon, alors je vais vous le lire puisqu'il n'apparaît pas. Alors, voilà. Benjamin Netanyahou, dans sa lettre, dit la chose suivante: les paroles de Stéphane Richard, les paroles d'admiration pour Israël, ne concordent pas, la voilà, avec ses remarques sans équivoque et hostiles du Caire. Et puis, vous l'avez dit dans les derniers développements, Benjamin Netanyahou a donc invité Stéphane Richard à se rendre en Israël pour s'expliquer. C'est chose faite puisque Richard a accepté l'invitation du Premier ministre israélien. Alors, autre développement, c'est le lobby pro-israélien qui monte au créneau et qui fait tout pour empêcher ce boycott. Absolument, opération contre-attaque ce week-end à Las Vegas à l'initiative de 2 grands milliardaires juifs américains. Il s'agit de Sheldon Adelson, le magnat des casinos, un proche des Républicains, proche de Benjamin Netanyahou également, et Chaim Saban, qui lui est un magnat des médias. Il n'est pas tout à fait méconnu du public français, vous allez vous en souvenir, Éléonore, puisque vous qui avez grandi dans les années 80 en France, eh bien Chaim Saban a été le producteur des bandes originales de séries télévisées à succès comme Goldorak, Ulysse 31, L'homme qui tombe à pic. Et il a fait fortune en France avant de faire fortune après aux États-Unis. C'est également le principal actionnaire de la société israélienne Partner, qui, vous savez, donc détient une licence pour utiliser la marque Orange en Israël. Et lui aussi avait l'air peu convaincu ce week-end par les excuses de Stéphane Richard. Il a accordé un entretien à la 2e chaîne de télévision israélienne. Ça donne ça.
Mr. Saban, you're in the midst of all of this. Stefan Richard, the CEO of Orange, has yet again apologized today and made the point that it was only a business decision and not a political motivated one. Do you believe him? It's a blatant lie. So therefore, we're going to weigh all of our options. And one thing is for sure, this isn't over. This is the beginning. And any company that chooses to boycott business in Israel is going to look at this case, and once we're done, they're going to think twice whether they want to take on Israel or not. Trust me, this is just the beginning. Et voilà, on vient d'entendre donc cette interview accordée à la chaîne. Alors autant dire tout de suite, Sheldon Adelson et Chaim Saban ne sont pas du tout de la même famille politique en ce qui concerne la politique américaine. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant de les voir côte à côte. Mais dès qu'il s'agit d'Israël, alors là les divergences s'estompent et c'est ce qu'explique Chaim Saban. I must say that everyone should also look at the frame of the two of you sitting together. It is in itself an unusual sight. As we all know, your differences when it comes to the U.S. politics, and yet here you are together. You can take a wild guess that come 2016, Dr. Miri Adelson and Sheldon Adelson and Cheryl and I are going to vote for a different president. Rest assured of that. With that said, when it comes to Israel, we are absolutely on the same page. Our interest is to take care of Israel's interest in the United States, period, over and out. So when it comes to this, there is no light between us at all. Ah donc vous voyez, Léonore, en Israël et à l'étranger, on se mobilise donc pour lutter contre ce qui est perçu ici en tout cas comme une menace existentielle pour Israël. Un thème très rassembleur. Merci beaucoup Cyril Amar. On passe à ce défi très dangereux qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle le train surfing. Le principe est simple, s'accrocher à un train pendant une station entière. Et déjà une première victime, un adolescent de 14 ans qui a perdu la vie la semaine dernière, n'est-ce pas Betsab? Exactement, pas de doute. C'est passé à cette époque, Cyril, où on s'accrochait en roller au bus dans la rue. Maintenant, les jeunes s'accrochent à des trains et ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans ce défi avec inévitablement effectivement une première victime. En France, c'était le 1er juin dernier, encore le Parisien, en Île-de-France, un homme de 14 ans, un jeune homme de 14 ans qui s'était agrippé à l'arrière d'un train de marchandises. Il a glissé, il est mort sur le coup, tombé entre le quai et la rame et bien sûr happé par le train. Alors la gendarmerie du Nord a cru bon de réagir sur son compte Facebook. Nous vous rappelons encore une fois d'être prudent. Regardez sur vos écrans quant au défi lancé sur les réseaux sociaux. Alors pas de nouveauté puisqu'il y avait déjà eu un RER surfing en Russie. Exactement, et qui cartonne d'ailleurs toujours sur les réseaux sociaux. Le but est sensiblement le même. Il faut s'accrocher à l'extérieur d'une rame de métro, tout aussi intelligent donc comme jeu, et se filmer avec des vitesses pouvant aller jusqu'à 100 km/h. Ainsi, 2 Français avaient tenté l'expérience. C'était entre Neuilly-Plaisance et Val-de-Fontenay. L'exploit avait bien sûr été diffusé une fois encore sur Facebook, car ils sont sortis sains et saufs, mais ils ont eu beaucoup de chance puisque les victimes sont nombreuses, que ce soit en Russie ou en Inde, où la pratique est aussi très courante. Merci beaucoup Betsabé Salem. À suivre dans un instant, nouvelle série française qui brise plusieurs tabous, racisme, féminisme et conflits intracommunautaires. La série Flâner fait déjà beaucoup parler d'elle. On voit ça dans un instant, juste après le journal présenté par Julien Ballon. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être toujours avec nous. Aux États-Unis, alerte maximale dans l'État de New York après l'évasion spectaculaire de 2 détenus d'une des prisons les mieux gardées du pays, une prison d'où personne ne s'était jamais évadé. Julia Ganancia. C'est une histoire digne des plus grosses productions hollywoodiennes. 2 détenus se sont évadés de la prison de Dannemora, l'une des mieux gardées de l'État de New York. Jamais personne n'avait réussi à s'en échapper. Plus de 200 policiers soutenus par des unités spécialisées et des hélicoptères sont à leur poursuite. Des officiers lourdement armés ont mis en place des barrages sur des axes routiers. Les habitants restent prudents, peu habitués à un tel balai sécuritaire.
J'ai vécu dans cette région toute ma vie. Et pour nous, quelqu'un qui s'échappe de prison, c'est juste incroyable. Toute notre communauté n'en croit pas ses oreilles. Je ne sais pas quoi dire de plus. Il y a beaucoup d'agitation. Nous sommes en état d'alerte. J'observe les voitures qui passent, je regarde tout ce qui se passe juste pour être sûr que les types ne passent pas par ici. Je suis prêt à appeler la police à chaque instant. Car les 2 détenus étaient emprisonnés pour meurtre. L'alerte n'est donnée qu'à l'aube lorsque les gardiens découvrent la supercherie. Rapidement, le gouverneur de l'État de New York se rend sur les lieux et emprunte le parcours présumé des 2 détenus. David Sweet et Richard Matt ont foré à l'aide de perceuses des trous dans le mur de leurs cellules, puis dans des canalisations et des tunnels dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont ensuite pu se hisser par un trou dans une rue avoisinante et retrouver la liberté au beau milieu d'un quartier pavillonnaire. C'est un acte qui sort réellement de l'ordinaire. C'est un établissement qui a ouvert en 1865, pensez juste à ça. C'est la première évasion d'une partie de la prison où la sécurité est maximale. On a été dans le tunnel et la précision avec laquelle ça a été fait nous confirme le caractère extraordinaire de l'évasion. Pour l'heure, l'enquête interne n'a pu établir si les 2 hommes avaient bénéficié d'aide ou de complicité pour leur évasion. La prison de Dannemora accueille quelques 3000 détenus, uniquement des hommes. Allez, on parle avec vous, Laetitia, ce matin de cette web-série qui fait le buzz en France, Flâner, qui raconte le quotidien difficile de jeunes parisiennes noires et qui dénoncent le racisme en France. Tout à fait. Alors c'est plutôt une sorte de un genre de portrait, un documentaire qui dévoile la vie des personnes de couleur noire en France, alors qu'elles s'appellent Gaëlle, Christelle, Fanta ou bien Kevin, qu'ils soient nés en France ou alors qu'ils viennent d'Afrique ou des dom-toms, ils racontent face à la caméra de cette jeune cinéaste britannique, 22 ans seulement, Cécile Emeke, leur vision des choses et tous les sujets IPA. Je vous propose d'en regarder un bout. Il s'agit de Fanta qui, dans un anglais parfait, pose d'emblée le sujet de la couleur de peau. On l'écoute. I don't understand why white people in France say black. Me, as a black person, I would say noir, but a white person is going to say black. We, as a generation, children of immigrants, we want to know what happened during slavery, during colonialism, because this is our history. If we don't know what happened, then we don't know why we are here. Alors voilà, vous pouvez retrouver ces vidéos sur YouTube, sous-titrées en français. La série est née en Angleterre, puis elle a été exportée en France par la réalisatrice. La France s'est naturellement imposée comme le premier pays pour l'exportation de Strolling, qui est le nom anglais de cette série, selon encore la réalisatrice Cécile Emeke, qui donne la parole à une jeunesse française qui ne trouve pas toujours sa place dans le pays qu'il a vu grandir. Reflet d'une génération multiculturelle très éduquée, ces jeunes femmes questionnent la notion de race, aimeraient que la France assume son passé colonial, s'agacent contre les hommes noirs ou arabes qui les dénigrent, s'emportent contre les journalistes qui ont encensé le film Bande de filles, et désespèrent de voir un jour Aimé Césaire, Frantz Fanon et Marie Scondé enseigner à l'école. Le premier épisode nous présentait 2 jeunes femmes, Gaëlle et Christelle, qui évoquaient la différence entre la culture noire en France et dans les pays anglo-saxons, ou encore la compétition entre les Noirs. On les écoute aussi. For instance, when they talk to us, they can't fully grasp all the subtleties of our culture being black and French. They always tend to refer to French image, like croissant, being a white dude with a fucking cheese, or this type of cliche. But they don't know what it is to be black and French at the same time. Sometimes they don't even know that French people can actually be black. I was born here. That's my country for real. Un anglais impressionnant. Hein. Oui, un anglais plutôt parfait pour la plupart de ces jeunes femmes interviewées. Elles ont étudié soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Flâner, ça veut dire littéralement, selon la définition du dictionnaire, se promener sans but précis. Là, il y a un but précis de la part de cette réalisatrice Cécile Emeke. Elle a permis de rompre l'isolement de nombreuses femmes et de nombreux hommes. On n'a pas le temps de le montrer, mais Kevin est le premier homme qui s'est adressé à la caméra. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Dans les commentaires laissés sur le
le compte Twitter de la réalisatrice, des femmes remercient Cécile Emeke pour sa démarche. Sur le site culturel Afropunk, la réalisatrice déclare vouloir partir aux 4 coins de la planète pour donner l'occasion aux Noirs du monde de s'exprimer librement. Je voudrais qu'on arrête de croire que les Noirs n'existent qu'aux États-Unis. Je la cite, nous sommes partout et l'avons toujours été de l'Angleterre à la Russie. Nous existons. Donc voilà pour cette série événement sur YouTube. Donc cette série Flâner à retrouver sur YouTube dès maintenant. Flâner. Merci beaucoup Laetitia Loreni. Le chiffre de 50 000 migrants accueillis en Italie depuis janvier vient d'être dépassé. Selon les services maritimes qui s'occupent du sauvetage, ce week-end, ce sont encore près de 4 000 naufrages qui ont été secourus en mer. Elsa Pariente. Nouveau drame évité en Méditerranée. Ce sont près de 3500 migrants que les marines italiennes, britanniques, irlandaises et allemandes ont sauvés ce samedi. 500 autres personnes ont été secourues ce dimanche par la marine britannique. Entassés dans des embarcations de fortune, c'est en Sicile que ces migrants devaient arriver. Quelques heures plus tôt, la police sicilienne arrêtait 2 passeurs présumés, un Tunisien et un Gambien. Alors que l'Union européenne lançait il y a quelques jours une véritable offensive contre les passeurs, ce flot de migrants toujours plus important pose aujourd'hui question. Ces dernières arrivées portent à plus de 50 000 le nombre de migrants ayant débarqué en Italie cette année, une augmentation de plus de 10% par rapport à la même période en 2014. Si les sauvetages d'envergure se multiplient ces derniers temps, en avril dernier, la Méditerranée a connu son pire drame depuis des décennies. Un naufrage avait coûté la vie à plus de 800 migrants. Lourdes pertes humaines, centre d'accueil italien au bord de l'implosion. L'Union européenne tente de contenir le problème migratoire. Principale proposition de la Commission européenne, la prise en charge par chaque pays membre de 40 000 demandeurs d'asile. Une proposition qui suscite de vives réticences, y compris en France. Indication de l'avenir de cette proposition le 16 juin prochain. On parle à présent d'une pilule jusqu'à récemment réservée aux hommes. Eh bien, cela risque de changer. Les États-Unis ouvrent désormais la voie à la commercialisation d'un Viagra féminin qui serait donc le tout premier du genre, a priori une avancée de la médecine, sauf que ça ne fait pas que des heureux, n'est-ce pas Betty ? Oui, effectivement. Alors on sait que la FDA, ça date de quelques jours déjà, un comité d'experts plus exactement de l'Agence américaine des médicaments, mais ça ne change pas grand-chose puisque la FDA suit en général ses sages au pied levé, a donné donc son approbation la semaine dernière. Le premier Viagra féminin pourra faire son entrée dès l'année prochaine sur le marché américain. Alors attention, Viagra c'est un raccourci, mais c'est une appellation erronée puisque on parle ici de stimuler la libido, le désir, alors que le Viagra n'a pas la même utilité. Alors un mot à écrire, mesdames, sur votre frigo, donc Flibanserine ou encore Librido. Librido, c'est d'autres produits qui pourront aussi être en vente à condition de ne pas être encore ménopausée et de manquer de désir. Donc, puisque ça s'adresse à ces femmes qui manquent de désir, et puis de savoir à quoi vous vous exposez. Et oui, le Flibanserine, ce n'est pas que la stimulation de votre appétit sexuel, c'est aussi des risques, somnolence, évanouissement, chute de tension. Mais est-ce qu'on sait si ça marche ? En tout cas, ça la fait rire, Laetitia. Et ça fait rire les filles, apparemment, aussi. Est-ce que ça marche, ce Alors, jugez vous-même, les femmes sous Flibanserine ont indiqué avoir eu en moyenne 4,4 expériences sexuelles satisfaisantes en un mois. Bon, ça fait un peu plus d'une, ça fait 1,1 par semaine. Celles sous placebo, 3,7. Donc, pas beaucoup moins. 3,7 rapports sexuels par Voilà, c'est une moyenne. C'est-à-dire que, il n'y a pas 0,7 expérience sexuelle, mais c'est une moyenne. Alors, à noter qu'avant le début de l'étude, ça n'était pas non plus le calme plat. On était à 2,7 expériences sexuelles satisfaisantes en un mois. Pas de quoi grimper au rideau quotidiennement, donc, mais ce serait statistiquement significatif. Ça veut dire que ce petit écart de moyenne suffirait à dire que ce médicament marche. Non, marche. Alors, oui, pas de quoi grimper au rideau, mais c'est tout de même un principe qui fait débat. Alors, est-ce que nous ne sommes pas en train de médicaliser le sexe? C'est la question que d'aucuns se posent. Est-ce vraiment une bonne nouvelle? Alors, si vous mettez déjà à part toutes les réticences culturelles, les gens qui ont peur d'avoir des hordes de femmes qui
qui ont envie de rapports sexuels tout le temps. Alors d'un côté, on avertit, eh bien, le désir n'est pas qu'une question de pilule, et non, sans compter que les résultats, on vient de le voir, sont quand même relativement limités, 0,7 ou 8 rapports de plus par mois. Et puis de l'autre, on vous dit quand même qu'une surprenante proportion de femmes souffrent d'un manque de désir, et beaucoup plus que les hommes d'ailleurs, et que donc ces pilules pourraient bien leur changer la vie. Alors, aux garçons aussi, réaction d'ailleurs plutôt positive sur les réseaux sociaux. Regardez, les garçons en rient notamment vers la commercialisation d'un Viagra pour les femmes. Pas ce soir, j'ai la migraine, c'est l'homme qui dit ça. Certains sont cyniques, voire légèrement flippés. Regardez la légende, attention aux effets secondaires. Voilà, on a peur des débordements. Et puis alors les filles, elles sont plutôt curieuses. Regardez, je l'essaierai bien juste une fois pour voir comment c'est. Alors justement, attention, on se calme tout de suite. Une chose est sûre, il faudra en tout état de cause, les médecins insistent, un diagnostic professionnel pour établir ou non la nécessité de recourir à ce Viagra féminin. Bon, en attendant, avant la commercialisation qui n'arrivera pas avant l'été 2016, il me semble, est-ce que vous avez d'autres conseils médicaux, bien sûr? Alors, quelques conseils en attendant, mesdames. Chouchoutez non pas votre partenaire, mais votre sommeil. Et oui, le manque de sommeil aurait un fort impact sur le désir sexuel féminin. Ça tombe mal pour les gens qui travaillent le matin comme nous. Alors, c'est très sérieux. Ça nous vient d'une étude parue en mars dans The Journal of Sexual Medicine. Ainsi, dormir seulement 1 heure de plus par nuit augmenterait 14% les chances de faire l'amour le jour suivant. Et puis pensez à votre contraception. Et oui, les femmes seraient de plus en plus nombreuses à dire qu'il y avait un renouveau de leur désir après l'arrêt d'un contraceptif hormonal. Et oui, selon certains, la pilule mettrait notre appétit sexuel en veilleuse. Donc peut-être une solution pour certaines en attendant ce Viagra féminin. Merci Bethsabée. On va tout de suite en parler justement avec Sylvain Mimoun. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Pensez-vous que vous pourriez conseiller ces pilules à vos patientes d'abord? Déjà en sachant si la patiente elle souffre de ce problème ou non. C'est pas la même chose si une femme dit je veux sauver mon couple mais moi je m'en fous sur le plan sexuel, ou si au contraire elle dit moi je fonctionnais bien avant et maintenant je ne fonctionne plus et je ne me sens pas bien dans ce corps qui ne réagit plus. Et elle souhaite, un peu comme les hommes quand ils n'ont plus d'érection ou ils ont des pannes d'érection et qui demandaient est-ce qu'il n'y a pas un moyen de m'aider à ce que je puisse sortir de mon blocage? Alors, combien de temps, selon vous, avant d'aller consulter? Est-ce que ce ne sont pas généralement des problèmes plus psychologiques que physiologiques? Il y a beaucoup de psychologique, même si la physiologie peut interférer. En fait, on a comme habitude de traiter les problèmes sexuels par les médicaments depuis un certain temps, en tout cas depuis que le Viagra existe chez l'homme, et on s'est rendu compte, et le même débat existait au début chez l'homme, on nous disait c'est un problème psychologique, donc ça ne sert à rien de traiter le symptôme, il suffit simplement de comprendre la difficulté. Mais cette difficulté, elle est tellement complexe qu'on ne peut pas la comprendre comme ça. Et si on ne la comprend que intellectuellement, ça ne changera rien sur le plan émotionnel. Alors, selon vous, à partir du moment où on détecte le problème jusqu'à aller vraiment consulter un sexologue ou un spécialiste, combien de temps à peu près? On considère qu'un problème existe et est chronique à partir de 6 mois de durée. Si donc une femme n'a pas de désir depuis 3 mois, voire 6 mois, et que ça marche toujours pas, là, ça vaut le coup qu'elle se dise il faut que j'aille voir quelqu'un. Et vous pensez que les consultations sont bonnes pour tout le monde? Ça, je vais pas dire ça, parce que de toute façon, il y aura jamais, tout le monde n'ira pas toujours consulter. C'est pour ça d'ailleurs que ces médicaments-là, à un moment donné, vont être traités par des médecins généralistes qui, eux, vont être sensibilisés, pour ne pas dire formés, à l'approche de ce type de problème. La particularité de l'absence de désir chez la femme, c'est ça qui fait le diagnostic, c'est qu'en même temps, à un moment donné, il y a un état de souffrance chez elle.
Et c'est ça qui est le vrai moteur, en fait, pour elle-même. Merci beaucoup Sylvain Mimoun, sexologue, d'avoir été avec nous. En tout cas, je peux vous dire que ça fait beaucoup rire mes compagnes sur ce plateau, Betsabé et Laetitia. Moi, je ris de une réaction Laetitia, en fait, surtout. Je ris de Betsabé. D'accord, tout va bien. Allez, enfin, la finale de Roland-Garros qui se jouait hier après-midi avec le Suisse Stan Wawrinka qui a déjoué les pronostics en battant le numéro 1 mondial Novak Djokovic en 4-7, 4-6, 6-4, 6-3 et 6-4, s'offrant ainsi son deuxième titre en Grand Chelem. À suivre dans cette édition, focus sur la conférence d'Herzliya avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef d'État français en invité d'honneur. C'est dans quelques minutes, juste après un point sur l'actualité avec Julien Balloun. Retour sur le plateau du Morning, on parle de cet incident, c'était hier soir, et de nouveau un mouvement salafiste se réclamant de l'État islamique qui a revendiqué le tir sur Israël, mouvement qui se dit opposé au Hamas, même si Israël refuse de distinguer et tient le Hamas toujours comme responsable de toute violation de la trêve entrée en vigueur. Joseph Emmanuel. Binyamin Netanyahou reproche à la communauté internationale de ne pas condamner les tirs de roquettes à partir de Gaza. L'ONU a pourtant condamné les tirs qui visent Israël depuis une dizaine de jours. Pas de condamnation en revanche du tir de ce samedi. Une nouvelle roquette tirée encore une fois depuis la bande de Gaza. Un tir qui n'a fait ni blessés ni dégâts. L'aviation israélienne a répliqué visant des infrastructures du Hamas. Israël tient le Hamas pour responsable de tout tir venant de la bande de Gaza en direction de notre territoire. Une réaction prévisible car même si le Hamas ne revendique pas les tirs, il est seul à régner en maître à Gaza depuis presque 10 ans. Ce dimanche, le Premier ministre israélien parle. Il condamne les non-condamnations des nations, des tirs vers son territoire. Je n'ai pas entendu une personne dans la communauté internationale condamner ces tirs, personne au sein des Nations Unies de prononcer la moindre condamnation. Il est intéressant de voir si ce silence perdurera quand on usera de notre droit de nous défendre. Le Premier ministre a ajouté que face à l'hypocrisie du monde, il continuera de protéger ses citoyens. Tsahal n'a pas attendu le tir de ce samedi pour riposter, des ripostes qui ne procurent aucune surprise dans la rue palestinienne. On s'attendait à des représailles israéliennes après l'annonce des médias sur des tirs de roquettes depuis notre territoire. Les tirs ont jusqu'à présent été revendiqués par une cellule salafiste affiliée à l'État islamique. Et dans une situation toute paradoxale, le Hamas et Israël se retrouvent du même côté, au moins provisoirement. D'après les observateurs, le mouvement islamiste reconstitue son arsenal et continue de creuser des tunnels vers le territoire israélien en vue d'un affrontement futur avec Israël, mais pas avant d'être prêt. En outre, Israël facilite depuis plusieurs semaines l'acheminement de matériaux de construction vers Gaza pour la reconstruction du territoire palestinien appelé par la communauté internationale. Reste à savoir si l'État hébreu prendra part à la guerre intestine qui couve à Gaza entre le Hamas et certains djihadistes plus fondamentalistes, des djihadistes qui se revendiquent de l'État islamique. Alors Mathias, qui sont ces salafistes dont on parle? Leur nom, Éléonore, eh bien, il s'agit des martyrs d'Omar. Martyrs d'Omar, ce sont des salafistes qui se autoproclament liés à l'État islamique. Ce sont des résidents principalement du sud de la bande de Gaza, du quartier de Cher Radjouane, proche de Khan Younes et donc proche de l'Égypte. Pourquoi proche de l'Égypte? Parce que proche du Sinaï. Ce sont des familles d'origine aussi bédouines qui ont leur QG, leur quartier général dans le Sinaï, dans ce no man's land sécuritaire, laissé par l'armée égyptienne et aujourd'hui contrôlé par l'État islamique. Et c'est la raison pour laquelle il y a des liens entre les deux régions, entre les deux familles, les deux clans. Et à partir de ce noyau-là de salafistes est venu se rejoindre des anciens des martyrs d'Al-Aqsa, c'est-à-dire des groupes Yazidis Al-Qassam, la branche armée du Hamas, qui trouvaient que le bureau politique qui se trouve au Qatar était trop mou et donc qui veut en découdre avec Israël. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ces salafistes qui disposaient uniquement de pistolets, de Kalachnikov et de certains RPG, aujourd'hui disposent de roquettes, des roquettes qui étaient entre les mains de ces membres du Hamas. Alors est-ce que ces salafistes constituent aujourd'hui une réelle menace
pour le Hamas dans la bande de Gaza? Écoutez, ils ont tenté plusieurs fois de faire tomber le Hamas. Jama'a Islamiyya, c'était en 2008. Ensuite, il y a eu Jun Ansar Allah, qui était maîtrisé de main de maître par Latifa, qui lui aussi a été tué, on se souvient, en 2009, d'un raid des hommes du Hamas, 25 tués en moins d'une nuit. Et donc là, aujourd'hui, ces salafistes-là ont lancé des ultimatums au Hamas parce que l'un des chefs des martyrs d'Omar a été tué. Cela dit, cette fois-ci, les salafistes voulaient dans le passé s'en prendre au Hamas, et là, ils s'en prennent au Hamas via Israël, et c'est ça la nouveauté. Donc il y a donc de facto une communion d'intérêts aujourd'hui entre le Hamas et Israël. C'est ça qui est surprenant, c'est que dites-moi qui est ton ennemi, et je dirais si tu es mon ami. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On n'est pas dans une situation idyllique, bien évidemment, entre Israël et le Hamas. On en est loin. Cela dit, bien évidemment, c'est dans l'intérêt et du Hamas et d'Israël que le calme règne dans ce territoire contrôlé de main de maître par le Hamas depuis leur putsch dans la bande de Gaza en juin et juillet 2007. Cela dit, eh bien, les habitants du sud d'Israël ont de quoi s'inquiéter, parce que lorsqu'on décrypte très rapidement les déclarations de Rivlin, le président de l'État d'Israël, hier, qui était à l'ouverture du festival du cinéma de Sderot, et celle du colonel Samit Tourgeman, le commandant de la région sud, eh bien, les deux disent « Nous continuons à vivre malgré les menaces », et c'est malgré les menaces-là qui pèsent sur l'État d'Israël, qui font peur aux habitants d'Israël. Merci beaucoup Mathias Inbar, et merci aussi d'avoir facilité ma transition, puisque c'est bien de ça dont nous allons parler à présent, la conférence annuelle d'Herzliya, où s'exprimera d'ailleurs aujourd'hui Dror Nicolas Sarkozy. Mais avant de parler de Nicolas Sarkozy, on va parler de cette conférence, un rendez-vous important des milieux dirigeants israéliens, que ce soit politique, économique ou militaire. Et cette année, donc, c'était bien le président, vous l'avez dit Mathias, de l'État, Reuven Rivlin, qui s'est exprimé hier soir à l'ouverture de la conférence. Et c'est pas la première fois que Reuven Rivlin se distingue et apparaît de plus en plus comme un président un petit peu hors du commun, différent de ceux qui l'ont précédé, différent même de Shimon Peres, dont on connaissait la réputation et toute l'ampleur qu'il avait donnée à cette fonction. Reuven Rivlin, c'est différent parce qu'il s'exprime d'une manière tout à fait anticonformiste. Il est toujours là où on ne l'attend pas. Et hier, il a parlé de la société israélienne, des changements démographiques qui affectaient la société israélienne, en affirmant que de plus en plus, il y avait 4 composantes dominantes. Il a même employé le terme de tribus: les Israéliens laïcs, les Israéliens religieux, les Israéliens ultra-orthodoxes et les Israéliens arabes, et qu'il fallait prendre en considération, admettre cette nouvelle réalité démographique en changeant un petit peu de conception, ne plus envisager la vie démocratique israélienne avec les concepts de majorité et de minorité, mais avec plutôt le concept de coopération qui engloberait en fait ces différentes composantes de la société israélienne. Avec une phrase à retenir: il ne faut pas donc nier cette réalité, a dit Reuven Rivlin, en disant par exemple que notre situation économique notamment serait excellente si nous ne prenions pas en considération les Arabes israéliens et les Haredim, les ultra-orthodoxes. Or, qui a prononcé cette phrase il y a quelques années? C'était Benyamin Netanyahou, donc une pique de plus de Rivlin contre le Premier ministre israélien. Alors après le discours du président israélien, le discours très attendu de l'ancien chef d'État français Nicolas Sarkozy, qui doit arriver aujourd'hui en Israël, quels vont être les moments forts de sa visite? Alors on suivra bien évidemment de près le discours de l'ancien président français à cette conférence d'Herzliya, et puis il va rencontrer bien évidemment Reuven Rivlin, dont on vient de parler, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, le prédécesseur de Rivlin à la présidence de l'État, Shimon Peres, et puis le président de l'autorité palestinienne, puisque Sarkozy fera un soir à Ramallah, où il sera reçu bien évidemment par Mahmoud Abbas. Alors, on a toujours eu du mal à cerner, que ce soit pendant son quinquennat ou même après, la position de Nicolas Sarkozy sur le dossier israélo-palestinien. Oui, alors, pour ce quinquennat, il y a une très nette différence entre le début du quinquennat et la fin du quinquennat. Au début du quinquennat, Sarkozy était sur une position très atlantiste, pro-américaine et donc pro-israélienne. Et puis, il y a eu un changement très net. Vers la fin du quinquennat, il s'est fait un petit peu plus critique. On va peut-être voir un petit florilège des dernières déclarations de Nicolas Sarkozy à propos d'Israël. En octobre 2011, selon Canard enchaîné, ça n'a pas été confirmé, eh bien, Sarkozy a dit qu'il était ridicule de parler d'un État juif. C'était une référence aux conditions imposées par
Benjamin Netanyahou pour la reprise des négociations avec les Palestiniens, que les Palestiniens admettent l'existence d'Israël comme État juif. Il y a eu des clarifications de la part de Sarkozy par la suite. Ensuite, et là on est toujours dans le quinquennat de Sarkozy, en novembre 2011, dans une conversation privée avec Barack Obama, qui malheureusement pour Obama et Nicolas Sarkozy avait été enregistrée par des micros qui n'avaient pas été fermés. Je ne peux plus le voir, Benjamin Netanyahou, c'est un menteur. Barack Obama et Nicolas Sarkozy se plaignaient de devoir travailler avec le Premier ministre israélien. Bien évidemment, ça n'a pas été confirmé, mais l'enregistrement était là et il était indéniable, incontestable. Donc si Sarkozy est réélu, il devra à nouveau devoir coopérer avec Benjamin Netanyahou, que visiblement il n'apprécie guère. Et puis en janvier 2013, là, après la défaite de Sarkozy aux élections, le gouvernement Netanyahou enferme Israël dans les murailles de Jéricho, une phrase prononcée devant des notables de la communauté juive de Suisse, triée sur le volet. C'était un dîner de gala, au cours duquel Sarkozy reprochait au Premier ministre israélien et à son gouvernement une posture un petit peu trop fermée, et il était même allé jusqu'à appeler les membres de la diaspora juive à faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il accepte de reprendre des négociations de paix avec les Palestiniens dans une optique plus ouverte à des concessions, à des compromis territoriaux. Et puis en novembre 2014, là c'est tout récent, à l'approche du vote à l'Assemblée nationale sur la reconnaissance de l'État palestinien, Sarkozy change un petit peu son fusil d'épaule. Je me battrai pour que les Palestiniens aient leur État, mais une reconnaissance unilatérale quelques jours après un attentat, c'était celui de la synagogue de Jérusalem, un attentat meurtrier, alors qu'il n'y a aucun processus de paix. Non, je n'accepterai jamais que l'on remette en cause la sécurité d'Israël. C'est le combat de ma vie. Merci beaucoup, Dror Even-Sapir. 10 ans de prison et 1000 coups de fouet, c'est la sentence décidée par la Cour suprême d'Arabie Saoudite contre le blogueur saoudien emprisonné Raif Badawi. Ce dimanche, son épouse s'est dite choquée par cette décision irrévocable. Ariane Ménage. Les espoirs de la famille du blogueur saoudien Raif Badawi ont été anéantis à nouveau. La Cour suprême de Riyad a confirmé hier la peine de 10 ans de prison et 1000 coups de fouet contre le blogueur pour trahison à l'islam. Lauréat du prix Reporters sans frontières en 2014, Badawi demandait sur son site internet la fin de l'influence religieuse en Arabie Saoudite. Il est emprisonné depuis maintenant 3 ans. 3 ans bientôt aussi que son épouse Ensaf Haïdar se bat contre cette décision. La situation a commencé à être très dure après qu'une fatwa ait été prononcée à son encontre. Elle l'accusait d'être un infidèle. À ce moment-là, il y a eu de plus en plus de pression. Nous étions en danger et nous étions terrifiés. Je me suis dit qu'il fallait partir avec mes enfants en espérant que Raif puisse nous rejoindre. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Raif Badawi avait déjà été fouetté une première fois. Depuis, les médecins ont déclaré que son état de santé ne permettait pas d'être fouetté à nouveau. Sa cause avait suscité de nombreux mouvements d'indignation, notamment en Europe, grâce à la mobilisation de Reporters sans frontières et d'Amnesty International. Quel est cet homme qui est un homme complètement pacifique? Il suffit de lire ses écrits, de lire ces fameux blogs pour lesquels il a été condamné. C'est quelqu'un d'un grand humaniste, quelqu'un qui cherche à, non pas par manque de respect vis-à-vis de la société saoudienne ou autre, mais de faire évoluer ce qui se passe en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, le dernier recours possible pour contrer la sentence serait une décision du roi Salman. Depuis le Canada où elle s'est réfugiée avec ses enfants, Ensaf Haïdar a dit garder espoir. Le règne du roi Salman vient de commencer. Le ramadan commence dans une semaine. 2 faits qui pourraient apporter de la clémence dans cette affaire. Voilà, c'est l'heure de la revue de presse internationale avec vous, Cyril Amar. Bonjour. Bonjour. Coup de projecteur aujourd'hui sur la presse turque qui traite bien sûr de ces élections et de cette grande surprise. D'un côté, ces 2 grandes surprises. D'un côté, la victoire en demi-teinte de Recep Tayyip Erdogan et bien sûr les Kurdes qui rentrent au Parlement. Et oui, les journaux turcs titrent ce matin à l'unisson évidemment sur le revers électoral de l'AKP. Barrage Yıkıldı. Le barrage a rompu. Voilà le titre choisi ce matin par nos confrères du tabloïd populaire Hurriyet. En franchissant la barre des 10%, les Kurdes de l'HDP ont mis fin à 13 ans d'un régime à parti unique. Palais, gaspillage, autoritarisme, la nation turque en a eu assez. Renchérit de son côté le Zaman, un journal proche de l'opposition et du prédicateur Fethullah Gülen, exilé aux États-Unis. C'est la fin de l'ère Erdogan, titre de son côté le Daily News en langue anglaise. Idem pour le Evrensel, l'ère de l'AKP
est révolue, titre le quotidien d'opposition. La fin d'une ère en une du Vatan. Pour le Daily News, les chimères présidentielles d'Erdogan volent en éclats. Dans son édito, le journal estime que le leader de l'AKP est le plus grand perdant de ces élections. C'est le premier revers électoral de sa carrière, un Erdogan qui a divisé la Turquie, écrit l'éditorialiste, et bafoué sa constitution. Ce matin, Éléonore, il n'y a donc guère que le Sabah, le matin turc, journal proche de l'AKP, pour voir dans la défaite une victoire. Le quotidien qui reprend sur sa une un extrait du traditionnel discours du balcon du Premier ministre Ahmet Davutoglu. Nous sommes la colonne vertébrale de ce pays, a dit hier le Premier ministre turc, colonne vertébrale ou pas, en tout cas, pour tenir sur ses deux pieds l'AKP. Colonne vertébrale ? Alors, c'est nous sommes Omurga, c'est la colonne vertébrale. Petite leçon de turc pour Éléonore Veil ce matin. Colonne vertébrale ou pas, pour tenir sur ses deux pieds, l'AKP, mais troublé. L'AKP devra se résoudre à revoir sa stratégie pour rester au pouvoir. Le Hurriyet évoque 3 scénarios possibles, et c'est là que vous apprenez le mot scénario. Itimal, possibilité, une coalition gouvernementale avec les nationalistes du MHP et ou d'autres partis, notamment les Kurdes, un gouvernement minoritaire, c'est la deuxième option qui s'offre à l'AKP, ou des élections anticipées si toutefois le Premier ministre ne parvenait pas à former une coalition. Il dispose de 45 jours pour le faire, et après ces 45 jours, contrairement à Israël, où le président peut confier à un autre leader de parti la constitution du gouvernement, eh bien Erdogan, lui, peut dissoudre l'Assemblée. Dans ce cas-là, on aura affaire à un scrutin anticipé, qu'importe le scénario. En tout cas, une chose est sûre, Erdogan ne sera pas sultan. C'est le titre, sur un ton ironique, choisi ce matin par nos confrères du Israël Hayom, car la Turquie a dit non, un non retentissant à Erdogan. Merci beaucoup Cyril Amar. À suivre dans un instant, ils reviennent plus terrifiants que jamais, 10 ans après le dernier Jurassic Park. Vous découvrirez dans un instant Jurassic World, le dernier opus coproduit par Steven Spielberg. Mais juste avant, place au journal. Voilà, dernière partie du morning. Merci d'être avec nous sur i24 News. Avant d'accueillir la Gay Pride ce vendredi à Tel Aviv, un autre événement à ne pas manquer, le Salon international du tatouage, une activité en plein essor et très prisée par les stars. Regardez ce reportage de Maël Benodiel. Le samedi à Tel Aviv, pour beaucoup, c'est jour de plage. Mais pour d'autres, c'était l'occasion de participer au Salon international de l'art corporel. Un art qui regroupe l'ensemble des pratiques artistiques effectuées sur ou avec le corps humain. C'est un des meilleurs événements de l'année à Tel Aviv, sans aucun doute. Le plus coloré, le plus extravagant, le plus spécial. Les personnes les plus belles d'Israël se retrouvent ici, les plus alternatives et intéressantes aussi. Beaucoup sont venus spécialement de l'étranger pour participer à ce salon. D'Allemagne, d'Estonie, de Suisse, de France, d'Angleterre. L'art corporel, ou quand le corps humain se transforme en véritable objet artistique, est devenu plus que tendance ces dernières années. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ici, à cette convention, le corps humain est à la fête. Un corps humain que ces artistes prennent plaisir à modifier. L'art corporel représente un large éventail de choses, donc ce n'est pas seulement les tatouages, mais c'est aussi les piercings, c'est tout ce qui te permet d'apporter des changements à ton corps. Et une des pratiques les plus anciennes et les plus répandues, c'est bien sûr le tatouage. Magneto, venu spécialement d'Allemagne, c'est la star de ce salon. Des pieds à la tête en passant par la cornée, 95% de son corps est tatoué. En Israël, le tatouage est lié à l'interdit, beaucoup plus qu'en Europe ou aux États-Unis. Mais il y a aujourd'hui une nouvelle forme d'indulgence. Ce n'est pas simplement considéré comme de la mutilation, mais comme de l'amour et de l'art à part entière. Donc c'est important car ce n'était pas le cas encore il y a quelques années en arrière. Et vu le nombre de personnes ici, les gens en ont de plus en plus conscience. Et cela malgré la douleur que cet art entraîne. Et pour cause, l'art corporel, c'est aussi des pratiques qui peuvent être considérées comme étant subversives, parfois violentes, voire sadomasochistes. Comme nous le prouve cet homme en pleine séance de perçage suspendu à l'aide de crochets. Je pense que la douleur est une façon pour les gens d'explorer leur corps, voir à quel point je peux aller et à quel point je peux m'accaparer de la douleur. En tout cas, pour moi, c'est très intéressant d'explorer son corps de la sorte.
Tout le monde ne voit pas les choses comme ça. Pour certains, la douleur n'est pas un problème. Pour d'autres, c'est comme une thérapie. Pour cette 3e édition, ils étaient environ 5000 à se rendre à ce salon international de l'art corporel. Voilà, certaines images difficiles à regarder pour les âmes sensibles, n'est-ce pas, Rudy, Laetitia? Les crochets, c'est... Pour découvrir mon corps, je préfère faire du yoga. D'accord, on retiendra. Ça tombe bien. On va parler avec vous de cinéma, Laetitia, avec le retour de ces dinosaures plus terrifiants que jamais. Ils reviennent 10 ans après un premier film et c'est le premier blockbuster de l'été. Jurassic World. Tout à fait. Et voilà. non Jurassic donc Park. 10 ans après le dernier film et 22 ans après le premier opus de Jurassic Park, les dinosaures sont de retour avec Chris Pratt et Omar Sy. C'est coproduit toujours par Steven Spielberg qui avait réalisé les 2 premiers. On est toujours dans un parc d'attractions de dinosaures, mais pour doper la fréquentation, cette fois-ci, des scientifiques concoctent en laboratoire un nouvel hybride particulièrement colossal, intelligent et létal. On regarde ça en image. Nous avons plus appris ces 10 dernières années grâce à la génétique qu'en un siècle à déterrer des ossements. Un monde nouveau s'ouvre à nous. Notre tout premier hybride génétiquement modifié est prêt. Vous avez fabriqué un nouveau dinosaure? C'est pas une bonne idée. La palissade fait 12 mètres. Vous croyez qu'elle a pu l'escalader? Ça dépend. De quoi? Du genre de dinosaure qu'ils nous ont pondu dans ce labo. Faites évacuer l'île. Elle est d'une intelligence supérieure. Elle va tuer tout ce qui bouge. Oh non. Courez! Voilà, vous l'aurez compris, c'est le quart d'heure réveil en douceur sur iTunes News ce matin. Oui, alors on l'a pas vu dans l'extrait, Omar Sy joue un gros rôle cette fois-ci dans ce Jurassic Park. Il a, j'imagine, comme nous tous, grandi avec ces images de ces dinosaures de Steven Spielberg. Et même s'il a déjà participé à des grosses productions américaines, c'est la première fois qu'il tient vraiment la tête d'affiche. Il interprète Barry, un dresseur de vélociraptor. Et moi, je suis un petit peu comme tout le monde. J'ai appris le nom des dinosaures grâce à ces films Jurassic Park. On a tous en mémoire l'image de ce T-Rex qui apparaît en nombre sur la tente. Et d'ailleurs, on va s'en rappeler en images. On va regarder ces images du tout premier Jurassic Park. Alors, on a l'habitude de voir Omar Sy dans des comédies françaises, ou pas seulement comédies d'ailleurs, mais pourquoi avoir choisi un acteur français pour cette grosse production américaine? Alors, le casting de cette production obéit à nouveau à l'ordre des grosses productions de studio qui visent une audience mondiale, notamment asiatique. La multi-ethnicité Jurassic Park n'était pas un film américain destiné à un public américain, c'est un film qui appartient au monde entier, d'où ce casting international où l'on retrouve donc Omar Sy, mais aussi l'américain Vincent D'Onofrio, et puis la star indienne Irfan Khan. C'est ce qu'a expliqué en tout cas le réalisateur Colin Trevorrow lors d'une conférence de presse. C'est un budget qui est évalué entre 150 à 180 millions de dollars et disons que les fans des dinosaures en auront pour leur argent. Merci beaucoup Laetitia Loreni. Tel Aviv, connue pour être la ville qui ne dort jamais, entre ses restaurants, ses bars, ses boîtes de nuit, mais cette fois les
Israéliens ont choisi de rester réveillés pour la première nuit de cette philosophie. Denis Charbit, Zef Sternel, Cynthia Fleury, Adèle Van Riet et Ariel Wiesman, entre autres, ont passé la nuit à répondre aux questions et à débattre. David Gombin et David Yakin les ont suivis tout au long de la nuit. Regardez. Pour faire la paix, l'usage de la violence est-il nécessaire? Pour le savoir, quittons le centre Suzanne Dalal en direction de l'Institut français. C'est l'influence des grands jours, on est loin de l'apathie habituelle des classes de philo au lycée. Omri Bohem est venu parler violence et liberté d'expression. Ce philosophe est proche du BDS, ce mouvement qui appelle au boycott culturel d'Israël. Mais ce bâillonnement de la culture, n'est-ce pas un acte violent en soi ? Je pense que le boycott est une forme de violence, mais je pense que toutes les violences ne sont pas légitimes. Il y a des types de violences, même physiques, qui sont légitimes. Je vous donnerai un exemple. La plupart des Israéliens pensent certainement que lorsque le Hamas tire des missiles sur le sud d'Israël, eh bien Israël a le droit d'utiliser la violence pour se défendre. C'est une violence physique. Et les Palestiniens pensent apparemment que pour combattre l'occupation israélienne, ils ont le droit, entre autres, d'utiliser la violence. La soirée se prolonge, l'alcool aidant, les esprits s'échauffent. Heureusement, la philo apaise les mœurs. Rendez-vous au Rothschild 12 au lieu de la nuit télévivienne. Ce soir, c'est un DJ peu commun qui s'attelle aux platines. Ariel Wiesman, bien connu des téléspectateurs français, est en ville pour un biathlon musico-philosophique. À présent, cap sur la cantina, en alliant bonne chère et chers propos, Nicolas de Varenne, philosophe néerlandais de son état, débat du futur de la philo. Hors sujet, me direz-vous, vous avez raison. Continuons notre cheminement philosophique. Qu'en pense l'homme de la rue? Je pense que si tout le monde dans ce pays changeait de perspective, d'ordre du jour, leur vision de la paix et de l'amour, eh bien notre pays n'en serait que plus beau et plus attractif. Ariel Wiesman a fini de mixer, le voilà qui pousse la réflexion sur la fatigue, ce qui est de circonstance. Au fait, on n'est pas fatigué de la violence? Aujourd'hui, la barbarie, c'est le retour à un état, d'ailleurs on le dit souvent, un état qui est plutôt un état moyenâgeux, qui est plutôt un état, en tout cas d'un moyen-âge de l'esprit, c'est-à-dire d'un moment où on a appris des choses mais on n'en sait pas assez. Et c'est donc l'expression d'un désir qui est né, mais surtout d'une frustration. La philo de nuit, c'est sympa. Le problème, c'est qu'une fois le matin venu, on ne se souvient pas toujours de tout. Le philosophe David Hume n'était d'ailleurs pas sûr que le soleil se lèverait bien demain. Nous en sommes témoins. À Tel Aviv, une nouvelle journée a bien commencé. Alors Rudy, vous êtes venu nous donner des éléments de réponse sur ce mystère qui dure depuis des mois. Pourquoi Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, a-t-il tant grossi? Oui, alors quand on voit les photos récentes de Kim Jong-un, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas beach ready, c'est-à-dire prêt pour la plage. Sa prise de poids est absolument incontestable. Ouais. Alors, on sait peu de choses sur les coulisses de Pyongyang, mais le Huffington Post révèle ce matin le témoignage de Kenji Fujimoto. C'est un chef japonais, ce n'est pas son vrai nom pour des raisons de sécurité. C'est un chef japonais qui officiait auprès de son père, Kim Jong-il. Et donc, il a livré ce témoignage au Daily Mail. Le chef ne vit plus en Corée, mais il a fait le voyage en 2012 et il a passé quelques temps auprès de l'actuel leader nord-coréen. Il a pu donc regarder dans son assiette. Alors, si vous voulez prendre un peu de poids pour l'été, voici donc le régime Kim Jong-un, plus efficace que celui de ma mère. Alors, selon le chef, voici les mets que Kim Jong-un consomme sans aucune modération. Des sushis, des steaks de Kobe et de la soupe de requin, le tout arrosé quotidiennement de champagne cristal à 180 €. La bouteille, ça fait une addition salée, surtout dans un pays où la misère et la famine frappent. Il se murmure même qu'il serait irraisonnablement amateur d'émental. C'est un goût qu'il a hérité de ses jeunes années car il a étudié en Suisse. Alors, ces hypothèses peuvent peut-être nous donner une piste sur toutes les questions qu'on se pose dernièrement autour de sa santé. Oui, parce qu'en octobre dernier, on n'avait pas eu de nouvelles de Kim Jong-un pendant une quarantaine de jours. À cette époque-là, les autorités nord-coréennes avaient parlé, je cite, d'indisposition. Il se pourrait donc en fait s'agir de réels problèmes de diabète et tout dictateur qu'il est, Kimi va peut-être devoir, comme nous, se mettre au régime et finalement être beach ready. Kimi, vous l'avez appelé? Oui, c'est son petit nom. J'espère qu'il n'est pas enceinte. Peut-être pas.
Donc selon vous, le pouvoir, ça fait manger? Alors, pour répondre à cette question, on va se tourner aux révélations de Bernard Vaution. Bernard Vaution, il a passé 40 ans dans les cuisines du palais de l'Élysée, donc dans un livre paru il y a quelques mois qui s'appelle Au service du palais, aux éditions du Moment. Il révèle les habitudes très caloriques de ceux qui ont dirigé la France lors de ces dernières années. Alors on apprend que le péché mignon de Valéry Giscard d'Estaing, eh bien c'était l'accordéon, mais c'était aussi les profiteroles au chocolat. Ça se voit pas tellement. Voilà, mais par contre, attention, c'est important, il fallait que la pâte à choux soit molle et non croustillante, sinon c'était renvoyé en cuisine. Je suis assez d'accord. Son successeur, François Mitterrand, était du genre très exigeant. Et quand on parle de gauche caviar, oui. eh bien, c'est vraiment au sens propre. En effet, Mitterrand et la cour qui l'entourait exigeaient la présence de ce mets sur la table quasiment à chaque repas, un peu comme la mayonnaise pour moi. Et il y a celui qui incarne plus que tous les autres présidents, le fameux bon vivant. Alors là, je vous apprends rien sur Jacques Chirac. Le régime Jacques Chirac, c'est tête de veau et bière Corona. À noter aussi qu'il exigeait de la viande fraîche pour son labrador, absolument pas de nourriture en boîte pour son chien aussi. Et on termine par Nicolas Sarkozy. C'est pas surprenant, il a un goût immodéré pour le café, mais aussi pour la glace au café plus particulièrement. Alors il devait y en avoir en stock évidemment dans les frigos de l'Élysée, mais aussi dans l'avion présidentiel. À chaque fois, à chaque déplacement de Nicolas Sarkozy, la glace au café devait être présente. Je suis un peu déçue, vous n'avez rien sur l'actuel président? Non, alors pas encore, puisque évidemment ces révélations ont été faites par une personne qui a quitté l'Élysée. Il y a pour l'instant un secret sur le régime ou non de l'actuel président. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il a repris ses kilos quand même, voilà. récemment. Alors, calories et pouvoir vont de pair, en fait? Pas forcément. Il y a un contre-exemple. Le contre-exemple s'appelle Manuel Valls. Il est allergique au gluten et donc il mange finalement très sain, ce qui complique terriblement la vie des cuisiniers de Matignon. Mais par contre, il est amateur de viande rouge et être carnivore, eh bien, c'est tout ce qu'il faut pour réussir en politique. D'accord. Vous aussi, vous êtes carnivore, Laetitia? Non. Non, gluten-free comme Manuel Valls ou plutôt tête de veau comme Jacques Chirac? Vraiment pas tête de veau, ça c'est sûr. Non, ça donne pas envie. Les profiteroles par contre? Ouais, plutôt les profiteroles. Vous aussi, Rudy? Un peu de tout là-dedans. Merci beaucoup, Rudy Sada. Merci, Laetitia Loreni, d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. En attendant, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et bien sûr sur notre site internet au www.i24news.tv en français, en anglais et en arabe. Vous y retrouverez l'essentiel de l'actualité, bien sûr la rediffusion de nos magazines et de toutes nos émissions. Excellente journée à tous sur i24news.